Bonjour, ici Thibaut Mikos pour tutostock.com. Aujourd'hui on va voir un tuto sur Illustrator. Comment faire des formes, on va voir l'interface à droite, à gauche avec les outils, les petites fenêtres de nuancier, masquage, etc. Et ensuite on va faire un logo. Donc on va essayer de faire le logo de Google Chrome. Alors je vous promets rien. Donc voilà, on va partir là-dessus. A tout de suite. Pour ça, on verra ça dans un autre tuto. A tout de suite. Donc nous voici sur Illustrator. On va voir dans un premier temps l'interface avec les outils à gauche, quelques menus en haut et puis bien sûr les menus à droite qui sont extrêmement importants sur Illustrator. Donc dans un premier temps nous allons créer un fichier sur lequel nous allons travailler. Donc fichier, nouveau. Donc ici vous mettez le titre, on va l'appeler test Illustrator. Dans le nouveau profil, alors ici vous avez impression avec ici tout un, voilà, on a quelques formats, lettres, A4, etc. On a du web avec du format d'écran. Bon, c'est du faible format, là on est sur du 1024 x 568, c'est du petit format. Ensuite, bon, périphérique mobile, ça c'est pour iPhone, vidéo et film. CMJN, ça c'est cyan, magenta, jaune et noir, c'est-à-dire que c'est les couleurs qui sont utilisées en impression et qui n'ont pas les mêmes codes couleurs que le RVB qui lui est utilisé non pas en impression mais en format virtuel, c'est-à-dire sur écran. Alors là on a du Flash Catalyst qui est en fait un format qui est fait pour fabriquer des formes qui vont être importées dans Flash Catalyst qui fait partie de la suite Adobe. Donc nous allons partir sur un petit RVB de base. On part sur le fait qu'on va faire une animation sur After Effects par exemple, donc rester sur du virtuel, sur de l'écran. Donc on va rester sur du RVB. Ici au niveau des formats d'écran, alors on a un peu tout ce qu'on veut, sachant que nous on va travailler sur du film. Ensuite après, ici on a des formats qui sont prédéfinis. Nous on va essayer de rentrer un format vidéo, c'est-à-dire 1920 fois 1080 qui est le format en fait HD standard Full HD en vidéo. Donc ici on est bien sur un mode RVB et non pas CMJN. On est en définition, alors ça c'est l'effet pixelisation, on va le voir tout de suite pourquoi il nous l'annonce ici, sachant qu'on va être sur de l'écran, ça sert à rien de monter en définition, en élevé ou moyen, qui sont plus des définitions pour de l'impression. Si vous devez imprimer, faire un flyer ou quelque chose comme ça, on va venir ici modifier CMJN pour l'impression et venir ici en définition élevée pour pouvoir agrandir au maximum son illustration sans avoir de perte. Voilà, mode aperçu par défaut, on valide. Ici vous voyez on a un petit récap du code couleur et de la définition, ok. Voilà, donc on a ici notre zone de travail en blanc dans laquelle on va travailler. Alors en faisant Alt et molette vers le bas on peut dézoomer. En maintenant espace enfoncé, on peut avec la main venir attraper et déplacer notre espace de travail. Voilà, et le déplacer. Donc on va voir ensemble les bases en regardant ces fameux outils. Alors dans un premier temps, bon, on a la flèche sélection qui est la flèche la plus utilisée pour déplacer les formes évidemment. Alors dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est la différence entre un Photoshop et Illustrator. Alors bon là je fais quelque chose de très rapide, un rectangle par exemple, sur Illustrator que je remplis sans bord. Il faut savoir que le principe d'Illustrator c'est de travailler sur des dessins vectoriels. Alors qu'est-ce qu'un vecteur? Eh bien un vecteur c'est la définition entre deux points qui sont définis par des coordonnées et la courbe qui est reliée entre eux est basée sur des tangentes des positions ici et là. Alors ici la tangente est droite puisque c'est une ligne, mais si jamais
on vient faire des courbes, on voit ici qu'on a les fameuses tangentes à la courbe. Et c'est elles qui vont déterminer par calcul la position de ce trait-là en fonction de ces deux tangentes. Puisque en orientant une, avec Alt enfoncé, hop, on peut bouger comme ça le... Voilà. Alors, l'intérêt, c'est que en ayant comme ça un dessin vectoriel, c'est-à-dire que toutes les coordonnées, les traits, etc. sont calculés mathématiquement, ce qui fait que on a beau zoomer toujours autant, on n'aura aucun pixel. Alors que si par exemple si j'importe une image fichier importé, donc j'importe cette photo, si jamais je zoome dessus, on voit ici apparaître des pixels. Alors que pour une même forme par exemple, si on vient zoomer à même échelle sur ces deux icônes, on voit bien que la partie jaune, elle, est lisse, tandis que celle-là est pixelisée. C'est la différence entre Photoshop et Illustrator. Sur Illustrator, vous pouvez travailler des formes vectorielles qui ne seront pas détériorées par un zoom, par une augmentation d'échelle, contrairement à donc, du Photoshop. Donc on continue sur les outils. Donc en prenant cet outil-là, donc l'outil flèche permet de venir bouger cet objet. Alt permet de dupliquer. Avec CTRL D, vous pouvez dupliquer l'action que vous venez de faire. Je le refais. On a un décalage. CTRL D. Et ça vous permet comme ça d'avoir une bonne régularité dans les déplacements, de pouvoir faire des bonnes symétries, etc. Et donc, quand nous avons une forme comme ça, avec la flèche noire, nous bougeons tout le solide, ou bien évidemment son échelle, etc. La petite flèche blanche, raccourci A, vous cliquez sur un coin et vous pouvez le modifier seul. Et vous pouvez comme ça modifier les formes et faire d'un carré un losange par exemple. Alors l'outil, on va voir l'outil baguette magique. Alors par exemple, ici, on va faire plusieurs rectangles bien séparés. Donc avec votre souris, vous pouvez comme ça sélectionner les cubes. Vous pouvez faire un glisser pour tout sélectionner. Mais vous avez, dans le cas où vous auriez un logo avec plusieurs couches de couleur jaune au même endroit et que vous vouliez tous les sélectionner, vous prenez la baguette magique qui, comme sur Photoshop, permet de sélectionner en fait des objets qui ont le même paramètre de couleur, c'est-à-dire qu'ici on a des couleurs de fond jaune et donc on clique sur le premier qui a un fond jaune et donc il va chercher tous les objets qui ont un fond jaune. Donc ici on est sur cette configuration. Si par exemple là je change en vert par exemple, hop, mon fond, la baguette magique va sélectionner tout sauf le vert et inversement. Le lasso, alors le lasso il permet, si on sélectionne, hop, alors le lasso, eh bien, il sélectionne les objets, évidemment, dans le lasso. Donc là, on voit qu'il prend que les coins. On a bien entouré le coin là et le coin là. Si on voulait le coin là en plus, hop. Et comme ça, en revenant sur l'outil pour bouger les points, on peut comme ça bouger les points que l'on a sélectionnés. Nous allons voir ensemble dans un avenir très très proche comment fabriquer un logo à partir d'une image tirée sur Google Images. Ensuite, après, ici, vous avez l'outil le plus important, que ce soit sur After Effects pour les masques ou ici, c'est la plume. Alors la plume P, le raccourci. Alors la plume, elle va vous permettre justement de créer des formes personnalisées sous forme de courbe de Bézier. Alors qu'est-ce qu'une courbe de Bézier? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tangentes. Vous avez comme ça, on crée un premier point. Un deuxième, on tient son clic enfoncé et on peut comme ça bouger la tangente. On peut venir, si on clique une fois, le point là n'aura aucune tangente. Et puis on peut continuer comme ça à faire des points en cliquant sans tangente. Mais dès le moment où on va laisser son clic enfoncé et bouger, hop, et là on finit. Vous voyez le petit rond à côté de l'outil plume. C'est en fait un signal pour vous indiquer que ça va boucler le tracé. Et là, on vient
fermer le tracé. Alors bien sûr, tous ces points sont modifiables avec le fameux outil flèche blanche qui vous permet de modifier chaque élément. Et dans le cas où vous voudriez justement mettre une courbe de Bézier à cet endroit-là, vous reprenez votre plume. Si vous mettez votre plume sans rien cliquer, sans appuyer sur aucune touche au clavier, vous avez un petit moins qui vous indique en fait que vous allez supprimer les points. Et si vous mettez votre plume sur une ligne, vous auriez un petit plus qui vous permet d'intégrer de nouveaux points. Ensuite, outil très important, au lieu de venir cliquer sur la flèche blanche à chaque fois pour bouger vos points, vous êtes en plume, vous venez créer un point, ah non, on veut pas, on l'enlève, on en rajoute un autre, contrôle enfoncé, et là on a l'apparition de la flèche blanche qui vous permet automatiquement, en restant si vous relâchez sur le côté plume, de modifier comme ça votre tracé assez rapidement. Ensuite, si jamais vous voulez mettre une courbe de Bézier à cet endroit-là, il faut maintenir Alt enfoncé, et là vous aurez une petite flèche, et en maintenant votre clic, hop, vous créez des courbes de Bézier. Nous allons voir le texte. Alors le texte, il a des avantages assez intéressants. Voici un texte. Alors là, il est très petit. On fait CTRL A pour tout sélectionner. Et on vient ici, hop, grossir le texte. On sélectionne l'outil noir pour venir le déplacer au centre. On peut l'agrandir. Majuscule enfoncée permet de garder comme ça les proportions. Alt enfoncé permet de modifier à partir du centre du texte. Donc voilà, on a un grand texte. Vous pouvez ici modifier le caractère en cliquant ici. Alors là, vous avez toute une panoplie d'informations qui sont extrêmement utiles lorsque vous travaillez sur du traitement de texte. Ici, vous avez toutes les typos. Ensuite, en dessous, vous avez la régular, mais alors pour du Times New Roman par exemple, vous allez avoir toute la panoplie d'italique, bold, gras ou gras italique. Ici vous avez la taille de la typo. Ici vous avez la taille entre les lignes. Ici vous avez l'inclinaison entre les lettres. Ici vous allez avoir comme ça l'écartement des lettres. Alors comme ça, si vous voulez resserrer un petit peu, ça peut être intéressant des fois sur certaines typos d'avoir un liant comme ça. Vous avez évidemment la largeur des lettres, la hauteur des lettres, et vous avez la rotation des lettres qui inclut apparemment un décalage. Enfin voilà, vous avez comme ça la hauteur si vous voulez faire des composantes style puissance de 2 ou des choses comme ça. Hop, donc voilà, on a vu pour caractère avec du soulignage et du barré. On va revenir à quelque chose de plus simple. L'alignement des paragraphes, si on veut sur du centré, dans le cas où, hop, copier. CTRL entrée pour valider, comme ça, l'encart texte. Vous avez donc l'alignement à gauche, à droite évidemment, avec la possibilité de justifier, sauf que le justifier ne marchera pas dans ce sens-là. Pour ce faire, hop, on va juste sélectionner le nom comme exemple. Pour justifier un texte sur Illustrator, il faut créer une zone de texte. Donc soit vous avez l'outil texte, vous cliquez, et dans ce cas-là, vous tapez votre mot. Et donc comme ça, l'espace texte sera la taille de votre typo et sera modifié en fonction de ce que vous allez taper. Voilà. Soit vous justifiez à la base le texte en cliquant glissant. Et là, on clique, on glisse. Et on a comme ça un espace de texte qui ne sera pas modifiable. Le texte va s'adapter à l'intérieur. Et donc là, on est bien en justifié. Sinon, ça marche toujours dans le reste. Hop. Et on a comme ça un texte qui se justifie par rapport à l'espace. Donc ici, le petit plus vous indique qu'on a encore du texte en dessous. Donc on a ici l'outil trait. Alors l'outil trait, c'est le début du dessin. Au-delà même de la plume, c'est la possibilité comme ça de créer un trait. Alors c'est grâce à ce trait que on va voir le début des avantages d'Illustrator. Alors on va faire d'une pierre deux coups en faisant
un trait et un rectangle. Alors là, on ne les voit pas, mais ils existent, donc on va les sélectionner. Ils sont là, on voit le trait et le rectangle. Le problème, c'est en regardant ici, en haut à droite ou en haut à gauche, les deux se font écho, nous avons le fond ainsi que le contour. Alors par exemple, si on met un contour vert, ça se voit pas, on va mettre un contour noir, on n'a rien de très original. Alors là, le contour paraît gris parce qu'il est fin. Et c'est ici, dans contour, que l'on va pouvoir modifier en sélectionnant l'épaisseur du trait. De 0 à 1 à 4. À la 4, on voit. Alors, si on clique au milieu du rectangle, on ne peut pas le sélectionner. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas de fond. Il faudrait cliquer sur le bord, qui est physique, pour pouvoir sélectionner le rectangle. Si on applique aux deux un fond de couleur verte, on se rend compte que le rectangle, lui, peut être sélectionné puisqu'il a quelque chose de solide à l'intérieur de lui-même. Quant au trait, lui, puisque c'est un trait entre deux points, il ne peut pas être rempli. Si on utilise la plume, comme on vient de le voir, en faisant simplement une vague, voilà, on a un remplissage qui se fait automatiquement. Alors malheureusement, on voit bien qu'il y a un problème puisqu'il remplit du premier point jusqu'au dernier. Alors on peut comme ça faire un serpent au style douteux. Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu les différentes manières de faire. Donc voilà, on a trois solides qui partagent le même bord avec le même fond. Alors bien évidemment, chacun peut avoir son épaisseur à lui, sa couleur à lui. Alors là, j'ai appliqué sur le bord, ici, une couleur. Si vous voulez mettre au fond, hop, on clique sur le fond et on vient modifier le fond. Alors là, ce qui se passe, c'est que un très bon exemple, ça peut vous arriver, c'est que l'objet n'est pas sélectionné. Donc en fait, il ne sait pas où appliquer toutes ces modifications que vous faites ici et là. Il faut sélectionner l'objet et là seulement, votre modification sera effective. On reclique sur le bord et on modifie à sa guise. Vous avez ensuite l'outil pinceau. Alors, on dirait un pinceau simple comme un brush sur Photoshop, sauf que ce pinceau permet de créer des formes vectorielles. C'est-à-dire que, en fonction évidemment de l'épaisseur du trait, il va créer comme ça des formes vectorielles. Et on a comme ça donc une possibilité de dessiner des formes qui ne seront pas abîmées avec un zoom ou quelque chose comme ça. Alors là, le brush est un peu simpliste. Alors là, il peut vous proposer d'autres brushes. Vous pouvez donc venir chercher d'autres formes ici. Et là, vous avez toute une bibliothèque. Vous avez des formes standards, des formes brochées, des pinceaux plus gras, humides et ou des bordures. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, en sélectionnant ça et vous mettant un coup de pinceau, on vient récupérer comme ça un petit côté pinceau à la main. Alors bien sûr, il est possible de venir modifier cette forme-là. Donc en venant double-cliquer ici, on peut venir modifier. On est à 100, on peut venir pousser comme ça la largeur, ok, appliquer au contour. Et là, on a justement les anciens tracés qui ont été modifiés, mais on peut aussi venir récupérer un 100%, ok, laisser les contours qui ont déjà été créés avec cette forme-là et venir en créer une autre, hop, avec une épaisseur de base à 100%. Et vous pouvez comme ça venir vous balader un petit peu dans les différents autres formats pour faire hop. Alors là, ça marche sur du pinceau, ça marche aussi sur un rectangle à qui on va appliquer ce carré. Et là, on se rend compte qu'on a comme ça des possibilités d'utilisation. Si vous voulez pas le faire au pinceau pour avoir un côté un peu tracé, vous pouvez très très bien faire ce genre de choses à la plume. Hop, on applique le truc et voilà. On a comme ça des possibilités de venir, plus que faire un simple trait, venir modifier comme ça les bordures.
On va voir ensemble une petite option que l'on voit peu dans les tutos et pourtant qui sert vraiment énormément. Donc on va revenir sur un rectangle, on va donner un contour noir, on va supprimer ce petit rectangle là, permet de supprimer le fond. On va mettre, hop, même plus encore. Alors on va mettre une bordure de 20, ensuite après nous allons ici dans contour. Et vous avez ici, en double-cliquant, des options. Alors vous retrouvez ici l'épaisseur du trait. Vous avez ici les bordures. Alors ici, on ne voit pas les bordures de trait puisque c'est une boucle. Donc nous allons faire un trait à l'intérieur. Majuscule pour faire un bel horizontal. Et on va venir ici modifier les bordures. On voit que ça se met soit en bordure, soit rond, soit avec un petit bord. Et pour le dessous, c'est quand on a une boucle, ça permet d'avoir soit des coins carrés, soit des coins arrondis, soit des coins biseautés. Alors là, on a, vous savez, cette petite impression de photos prises dans les coins, etc. Donc ici, nous avons une option, ça s'appelle pointillé, et ça permet comme ça de faire des pointillés sur votre ligne. Alors là, sachant qu'on est sur du 60 d'épaisseur, ici, il faut que votre tiré, ici, moi ici, il fait 80. On va mettre 120. Hop. Et on va ici vous déterminer en fait l'espace vers le prochain tiré. Donc on va mettre 200 par exemple. Et vous pouvez comme ça mettre de nouveau un autre tiré, par exemple de 60, avec un espace de 500. Hop. Voilà, et vous pouvez avoir comme ça des petites formes. Et ces formes-là, évidemment, eh ben, elles s'appliquent à toute autre forme. Voilà. On va continuer avec les outils. Alors avec cet outil qui est super intéressant, en fait ça vous fait un tracé comme n'importe quel outil type pinceau ou crayon, sauf que quand vous venez colorier cette zone là, bon c'est un coloriage très enfantin, et que vous venez sélectionner votre tracé, ce n'est plus un tracé avec des courbes de Bézier etc, c'est carrément une forme remplie avec tous les avantages que ça peut comporter. Vous avez en dessous l'outil gomme qui vous permet comme ça de couper à la gomme tout en restant en vectoriel, c'est-à-dire que même au zoom on garde le côté vectoriel et on ne repasse pas en pixelisé. Vous avez les ciseaux qui permettent comme ça de venir couper un tracé. On a des découpes qui ont été faites. Maintenant, on va voir les systèmes de transformation. Donc pour ceci, on va faire un rectangle. Ensuite ici, vous avez l'outil rotation qui permet de faire des rotations d'un solide, de travailler sur un effet miroir. Hop, horizontal, vertical. Vous avez cet outil-là qui est en fait un outil qui ressemble, vous allez le voir très vite, à la plume. Vous avez la mise à l'échelle qui permet comme ça de mettre à l'échelle en cliquant sur l'objet. Vous avez l'outil déformation qui vient vous pencher votre solide. Et vous avez l'outil modelage qui en fait, comme le plus de la plume, vous permet de faire comme ça des points que vous pourrez bouger ensuite avec l'outil flèche blanche A en raccourci. Alors qu'on pourrait avec la plume P au clavier, en laissant votre plume sur un coin, comme ça faire hop, des lignes. Et avec A pour avoir la flèche blanche, venir modifier comme ça les petits points. Donc voilà, donc ça on a fini sur ces outils de transformation. Ici en dessous vous avez un autre outil, en fait vous avez plusieurs outils qui correspondent en fait aux outils qu'on peut retrouver sur Fluidité, sur After Effects ou Photoshop, où vous avez comme ça des outils qui vous servent à twister, etc. Alors le twist peut être utile hop, pour faire des types de glace ou des choses comme ça. Vous double-cliquez sur l'icône pour avoir en fait comme ça la vitesse du tourbillon. Vous avez la hauteur de votre bouton, on va mettre du 250, comme ça on aura un bouton plus grand et qui permet comme ça de modifier chaque outil. Hop. On va voir l'outil du dessous maintenant, c'est l'outil transformation manuelle qui correspond strictement à ce que vous avez avec la flèche noire sur chaque solide, c'est-à-dire c'est une transformation identique.
Alors vous avez ici l'outil concepteur de forme, donc pour avoir les autres, laissez votre clic enfoncé, et on a comme ça les autres outils, et donc en fait ça vous permet de sélectionner la forme et d'en faire une forme. Nous allons voir maintenant l'outil perspective. Alors l'outil perspective est extrêmement intéressant pour tout ce qui est décor, de dessins animés, de choses comme ça. Donc en fait ça vous permet via les manettes de déterminer comme ça des perspectives qui vont vous servir en fait de simples repères pour vos animations. Par exemple ici on peut faire des formes de rue avec le pinceau qui se magnétisent aux lignes. Hop. On peut faire comme ça des rues. Et vous avez comme ça, toujours pour fermer ces marqueurs là, vous recliquez sur l'outil perspective et vous fermez. Et vous avez comme ça, bon là il y a des coins rouges, on sélectionne, on enlève. Donc là on va voir l'outil filet. Alors pour ce faire, nous allons créer deux formes. Nous allons les superposer. Nous allons mettre une couleur donc un petit peu plus foncée que celle-là. Ici vous avez la possibilité de mettre en RVB, CMJN. En fait c'est la type de modification des couleurs. Ici vous avez le cyan, magenta, jaune et noir, donc comme on l'a vu au début. Le TLS c'est teinte, saturation, donc saturation c'est plus de couleurs, et luminosité. Hop. Donc moi ce que je veux c'est garder ces couleurs là mais venir modifier la couleur prochaine. Pourquoi? Puisqu'en fait quand vous appliquez un couleur filet, vous avez comme ça sur chaque forme une possibilité de faire un ombrage sur les formes. En fait ça fait comme ça des filets que vous pouvez venir modifier. Alors évidemment si vous conservez la couleur de base, et bien hop. Puisqu'en fait à chaque point du filet viendra s'appliquer une nouvelle couleur que vous pouvez modifier dès le moment où vous sélectionnez votre point de filet. Et donc ça vous permet comme ça de pouvoir, avec moins de filets évidemment, de venir faire des ombrages. Par exemple, hop, et on sélectionne, on a la couleur, on fait un petit ombrage. Et ça nous permet comme ça de pouvoir venir donner un petit peu de volume à nos objets. Alors évidemment vous avez la possibilité juste en dessous de faire un simple dégradé, et pour ce faire on va prendre un cercle et lui donner une couleur plus claire et de lui appliquer un dégradé en sélectionnant ça. Hop, on fait glisser, ça ne marche pas. Pourquoi? Et ça c'est très important, on se trompe souvent au départ, c'est qu'il faut lui donner ici, dans sa couleur, un dégradé. Alors vous avez ici la possibilité de cliquer directement sur le dégradé et là s'applique le dégradé. En fait cet outil là va vous permettre de modifier le point de départ et le point d'arrivée de votre dégradé, soit en glissant, cliquant en glissant, et ça vous permet comme ça de modifier. Alors ici on double-clique sur la couleur. Alors on va revenir ici, hop, on va donner un vert, et sur celui-là vous avez la possibilité de donner une couleur, de venir ici ensuite la modifier, pareil TLS, MJN. Et l'espacement, alors sachant que l'opacité, une fois que vous l'avez sélectionné, c'est ici. Vous sélectionnez d'abord votre couleur et vous lui déterminez une opacité. Et ici vous avez ce fameux point là qui permet en fait de faire le fondu entre les couleurs. Ensuite après vous avez la pipette. Alors ça c'est extrêmement simple. Vous avez deux couleurs. Alors ici nous allons le mettre rouge et celui-là bleu. C'est très simple, pour aller récupérer le bleu, vous cliquez sur la pipette et voilà. Ça marche pour tout, ça marche pour le texte, pour tout. Il va chercher le style de l'objet. Et ensuite, vous avez juste en dessous le dégradé de forme. En fait, ça vous permet de passer d'une forme à une autre et d'avoir comme ça une déclinaison. Hop. On clique sur le dégradé, on clique sur la première forme, la deuxième, et il va faire un dégradé comme ça, bon, de une forme
On va revenir en arrière, on va faire des formes plus petites et plus éloignées. Et vous avez comme ça différentes formes qui vont venir se transformer en fonction de la position du deuxième ou du premier. Donc votre chaîne va bouger. Et en fait, tous les objets au milieu sont des interpolations de formes qui n'existent pas en tant que telles puisqu'elles ne sont juste reliées à l'un et l'autre objet. Pour faire en sorte d'avoir, là on a ce tracé qui correspond en fait à la direction de l'interpolation entre ces deux objets-là. Mais pour transformer tous ces objets-là en différents objets que l'on pourra utiliser en animation plus tard, il faut faire objet, décomposer. Et vous allez vous demander de décomposer les objets, les fonds. Vous mettez OK. Et là, vous retrouvez ici, dans les calques qu'on va avoir tout de suite, les différentes formes que vous pouvez sélectionner une par une. Et ce que l'on peut faire, c'est tous les sélectionner et ensuite venir les aligner. Alors ce que l'on peut faire, sachant qu'ils sont dans un groupe, on clique sur un, tous seront sélectionnés. Ici nous avons un groupe dans un calque, on va le voir tout de suite. On double-clique, on les sélectionne tous comme des objets et on peut les aligner avec ici tous les outils d'alignement, soit tous à gauche, soit tous en même temps, au centre, etc. Et on peut le faire comme ça. Et donc on a ici, on voit l'interpolation du mouvement. Et comme ça, en les alignant et en les mettant les uns derrière les autres, on peut faire un dessin animé d'une forme qui va vers l'autre sur After Effects. Vous avez ici le pulvérisateur de symboles. Alors les symboles, on les trouve à côté de nuancier, forme, symbole. Alors ici, on va prendre ce petit, mais vous en avez plein de trucs ici. Alors plein de symboles, de petits, de tout et de rien. Vous pouvez comme ça balader les fameuses icônes. Et en fait, avec le pulvérisateur, vous allez comme ça pouvoir pulvériser. Et en laissant votre clic enfoncé, vous allez comme ça pouvoir avoir des outils de rotation, de redimensionnement, etc. Alors sur l'outil rotation, c'est pas compliqué. Et on a comme ça la possibilité d'orienter. Ensuite, nous avons quelque chose d'intéressant pour les personnes qui sont amenées à faire des graphiques. Puisque là on peut comme ça avoir différentes possibilités graphiques. Ensuite après on peut venir coloriser les différentes couleurs. Pour finir, on a l'outil plan de travail qui permet en fait de réduire cette fameuse zone en cliquant ensuite hop, et on a la zone de travail qui se réduit, alors qui forcément n'est plus au même format que celui initial. La tranche qui est utilisée pour ceux qui font du web, ça va pas être notre cas maintenant. L'outil main qui est en raccourci espace. Et ensuite, vous avez l'outil loop qui permet comme ça de venir zoomer. Alors le raccourci c'est Z. Et on va finir sur ces outils-là. Alors là c'est la remise à zéro du fond et en blanc et du contour en noir. Sinon c'est les couleurs évidemment qu'on a en haut à droite qui se retrouvent en bas à gauche. Là vous avez en fait le switch entre du fond uni, du dégradé et du fond creux, c'est-à-dire que là on a une forme, on peut switcher comme ça entre un dégradé et une forme creux. Et ensuite le mode de dessin, alors ça on va le voir beaucoup plus tard. Et ensuite c'est modifier l'écran, c'est-à-dire qu'en fait avec F vous pouvez switcher comme sur Photoshop entre différentes échelles. Hop. Donc on va voir maintenant ces fameuses fenêtres. On en a vu quelques-unes à travers nos petits exemples. Donc on va reprendre un rectangle pour revoir les principales fenêtres. Donc on a la couleur. Ici vous avez la couleur du fond qui peut être modifiée. Vous avez la couleur de bordure avec la possibilité de modifier en R, V et B, donc bleu, vert et rouge. Donc plus on met de rouge, moins on met de vert et moins on met de bleu, ça fait du rouge. Donc ça c'est bon, mais si jamais vous voulez passer en teinte, saturation, luminosité, parce que des fois c'est peut-être plus simple de travailler comme ça, ou en CMJN si ça vous intéresse, ou en web sécurisé pour les gens qui veulent créer des illustrations pour les sites web et s'assurer une compatibilité sur tous les ordinateurs. Donc on reste sur du RVB. Ensuite nous avons le nuancier qui est le nuancier de base. On peut ici avoir, en cliquant ici, toutes sortes de gammes de couleurs. Là on est sur les boissons
peut avoir des crèmes glacées, friandises, et là on se rend compte, ça c'est les fruits par exemple, on a toute une sorte de nuance qui va très bien avec les fruits, qui vous permet de faire des illustrations. Ici vous avez justement des gammes qui vous sont proposées par avance, et là on recommence à découvrir des choses comme le bois pour le ciel. Et alors c'est des choses qui sont déjà préfaites, qui vous permettent d'aller un peu plus vite, et là vous avez comme ça des motifs. Alors quand on les voit pas bien, on fait ici affiché par grande vignette, et on a la possibilité comme ça de remplir nos formes avec des choses prédéfinies. Et certaines sont extrêmement intéressantes et extrêmement utilisées, par exemple celle-là, ce maillage un peu technologique, celui-là, très à la mode pour faire des rétro 80, des choses comme ça. Et vous avez les lignes. Alors les lignes aussi, elles peuvent vous être extrêmement utiles pour du simple quadrillage. Vous avez des points ici, où on comprend vite l'utilité, ou carrément les traits, et ce fameux trait oblique que l'on peut faire soi-même au trait ou remplir comme ça par des petites formes. Voilà. Ensuite vous avez les formes. Alors les formes on les a vues tout à l'heure, c'est simplement pour remplir vos tracés. Les symboles ça va avec le spray à symboles que l'on a ici. En dessous, vous avez le contour que l'on a vu tout à l'heure, le dégradé, qui est modifié ici. Vous venez modifier vos couleurs de dégradé. Vous avez la transparence. Alors la transparence, on va la voir, c'est les masques, mais on va la voir dans un deuxième temps. L'aspect, ça vous donne un récapitulatif de ce que vous avez dans votre forme, c'est-à-dire un contour vert, un fond de type dégradé, que l'on peut venir modifier ici, et on a une opacité. Ici on peut appliquer des effets, alors ça on le verra peut-être plus tard, mais pas dans ce tutoriel là. Vous avez les styles graphiques, c'est-à-dire qu'ici on a un blanc ombré, et là un blanc ombré s'applique sur notre solide. Voilà. En dessous vous avez les calques. Alors les calques c'est extrêmement important, ça fonctionne comme sur Photoshop. Donc vous avez un tracé qui est là, si vous en créez un autre avec Alt et clic glisser, vous en créez un deuxième qui vient se mettre au-dessus, et ainsi de suite. Vous pouvez regrouper, par exemple, tous vos solides en les sélectionnant en faisant CTRL-G, et là vous avez un groupe. Sachant qu'en cliquant sur un des calques, vous allez directement sélectionner le groupe. Et pour pouvoir sélectionner à l'unité, vous avez deux solutions. Soit utiliser la flèche blanche et cliquer dans un des solides, et pouvoir le modifier, ça va rentrer dans le groupe pour aller sélectionner l'objet. Ou vous allez avec la flèche noire, vous cliquez sur un, et vous double-cliquez, et là vous rentrez dans le groupe. On le voit ici, calque un groupe, donc il vous montre la hiérarchie, et vous venez comme ça sélectionner les outils, et on a comme ça la possibilité, en double-cliquant à l'extérieur du groupe, de revenir récupérer le calque original, et donc quand vous sélectionnez de nouveau, vous bougez tout le groupe, ou le transformez entièrement. Et autrement, il y a une dernière solution, c'est celle-ci. Vous venez les sélectionner en amont dans votre liste. Et donc les calques vous servent après sur After Effects, mais ça on va le voir en fin de tuto, une fois qu'on aura vu cette interface. Donc là j'ai créé un deuxième calque, par exemple, je peux faire basculer des calques en faisant cliquer glisser vers un deuxième. Donc sachant que le calque est au-dessus du calque 1, forcément il prend le pas, mais si jamais je le glisse en dessous, c'est le calque 1 avec son groupe qui passe au-dessus du calque 2. Double-clic pour modifier, calque dessous, calque dessus. On peut modifier ici la couleur du calque, qui va en fait se répercuter sur la couleur de bordure de transformation. Et on peut comme ça, ici on a deux couleurs, donc on en profite pour double-cliquer et venir modifier en jaune. Et on a comme ça la possibilité de transformer avec des transformateurs jaune, bleu, et de comme ça différencier les différents calques. Une fois importé sur After Effects, on va voir que l'importance des calques est primordiale, puisque les calques vont être automatiquement séparés dans After Effects, et donc ça vous permet comme ça, en séparant les éléments par calque, de pouvoir les modifier directement dans After Effects. Et le dernier, c'est le plan de travail
qui en fait correspond comme ça. Vous pouvez en créer plusieurs et ça vous permet dans des magazines de pouvoir travailler comme ça sur différents plans de travail. Et donc en les modifiant ici, on peut venir comme ça, travailler sur des plans de travail différents et travailler comme ça sur du vignettage, etc. Faire des pages de magazines, c'est-à-dire que si jamais vous travaillez, hop, on peut modifier. On peut venir comme ça, modifier les espaces de travail avec cet outil-là. Et on les a évidemment en bas. Et ça vous permet comme ça de pouvoir venir vous concentrer sur un poste de travail, un deuxième poste de travail, un troisième poste de travail en double cliquant. Donc nous avons terminé sur ces bandeaux latéraux. Ensuite après ici dans les fichiers, alors on va plus revenir dessus au fur et à mesure des tutoriaux sur After Effects. Là on va faire vite un balayage des choses les plus importantes sur les menus supérieurs. Donc dans Fichiers, nous avons tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quel logiciel, c'est-à-dire la création de nouveaux documents, ouvrir des documents, enregistrer sous, ce qu'on va voir à la fin de ce tutoriel, importer les images, les exporter. Dans Édition, on a tout ce qui est transformation, etc. L'objet, alors l'objet ça peut vous servir lors de tracés, dégradés de forme, qu'on a vu tout à l'heure, les perspectives, etc. Vous avez les textes avec tout ce qui est utile d'utiliser en traitement de texte. Alors la sélection, on l'a vu un petit peu via les raccourcis avec Maj pour sélectionner un objet par exemple, hop, et on va en sélectionner un deuxième, majuscule enfoncé, vous pouvez le faire ici à sélection, tout sélectionner sur votre page, CTRL A sinon, raccourci c'est la même chose, on a ici CTRL A, voilà vous voyez on a des raccourcis assez standards. Sur les effets, je suis pas très fan des effets qui sont proposés hormis la 3D biseautage qui vous permet en fait comme ça d'avoir de la 3D que vous pouvez modifier en direct. Rotation. Vous pouvez modifier l'épaisseur. Et comme ça pouvoir modifier plusieurs choses. Ici vous avez plus d'options qui vous permettent d'avoir des options lumineuses, d'ombrage, etc. Ensuite l'affichage, bon ça c'est aussi assez standard, c'est ce qu'on peut avoir sur tous les logiciels, les zooms avant, les zooms arrière, etc. C'est des raccourcis que vous pouvez, là ils sont indiqués, c'est bien de les apprendre. Nous on les travaille un peu au fur et à mesure, etc. Mais vous les avez tous ici. Et ensuite les fenêtres, hormis toutes celles qui sont déjà affichées, vous avez un outil qui est extrêmement important. C'est le Pathfinder qui se trouve ici, qui vous permet en fait de venir additionner. Par exemple vous avez des carrés qui se superposent et on veut faire qu'une seule forme. Et bien on prend chacun des objets et là vous avez différentes choses, soit vous en sélectionnez un et deux et vous pouvez hop supprimer comme ça les objets, vous pouvez les additionner, donc là ça ne fait plus qu'un objet. Vous pouvez hop ne mettre que l'interaction entre les deux et vous pouvez à contrario supprimer comme ça l'intérieur. Quant à celui du dessous, en les sélectionnant tous, vous allez briser selon chaque ligne l'objet et donc pouvoir récupérer cet objet là, cet objet là, cet objet là et comme ça hop avoir comme ça un morcellement de votre objet de départ. Donc ça peut être utile quand vous faites des logos, des choses comme ça, où il y a des structures qui se superposent, il y a du superflu, etc. Et donc vous pouvez comme ça récupérer votre objet. Alors après, rien ne vous empêche de venir souder les deux, de venir comme ça, hop, on soude, et de venir n'avoir plus que certains objets. Je vais finir ce tutoriel sur les transparences. Ici, on va utiliser ce qu'on appelle des masques. Alors les masques, ça peut être extrêmement utile, on va le voir, hop, je fais un calque noir. Vous avez par exemple envie d'avoir ce calque noir, mais qu'au milieu, il y ait une transparence via un texte, qu'on va appeler Helvetica, comme on l'a vu au tout début. Donc, nous allons prendre un texte. Alors je le fais, CTRL, Entrée. J'agrandis, le texte est noir évidemment, on va venir ici modifier en blanc, on l'adapte, majuscule enfoncé pour garder,
les proportions, on va venir chercher la typo Helvetica, on la réadapte. Donc on coupe, CTRL X ou édition coupée, CTRL X. On va venir sélectionner ce carré noir, double-cliquer ici. Là, on va avoir donc un masque. Là, on arrive sur, au niveau des calques, on a calque masque d'opacité, c'est-à-dire qu'ici, on n'a rien. Si vous mettez un rectangle noir, vous allez avoir le noir, en fait, c'est la transparence, et le blanc, c'est l'opacité. Et en fait, c'est comme ça que vous allez jouer sur l'opacité, puisque plus c'est noir, plus c'est transparent. Donc on a ce rectangle noir donc, qui s'affiche puisqu'on a un rectangle blanc. Et là on va venir coller notre texte avec CTRL F qui vient en fait faire un coller au bon endroit, exactement là où il a été coupé, parce que sinon si vous faites CTRL V, il va venir le coller n'importe où. Donc faites CTRL C pour copier, CTRL X pour couper et CTRL F pour coller au même endroit. Donc la typo là, elle est indiquée comme blanche, c'est-à-dire comme elle est blanche comme le solide de base, évidemment on ne la voit pas, donc elle laisse passer le noir, mais nous ce qu'on veut c'est qu'elle troue le noir, donc en fait il lui faut donner une couleur noire, hop, et on a comme ça, là on ne le voit pas, mais on voit que sur le masque, on a un carré blanc qui va laisser passer ce calque là, mais au niveau du texte qui est noir, lui va percer ce solide. Donc pour revenir au solide, on clique ici sur le solide. Donc là, on ne voit pas forcément que ce solide est troué au niveau d'Helvetica. Donc c'est pour ça qu'on va créer un deuxième solide en dessous. De couleur verte, on va le glisser en dessous. Et là, on va se rendre compte que ce fameux calque noir a été percé au centre. Pour aller venir modifier, on vient cliquer dans Transparence sur le solide. Et là, on a la possibilité de bouger à la fois le solide qui laisse tout passer et ensuite après revenir sur la typo pour pouvoir la bouger, la dupliquer si besoin est. Alt enfoncé majuscule pour verrouiller et donc après on reclique ici et on a donc notre solide qui est bien percé, on le voit ici, par la typo. Le masque est extrêmement important dans plein de cas, on va le voir là sur la fabrication d'un logo. Nous allons voir ensemble donc pour créer un logo. Alors ça va nous permettre de pouvoir balayer un petit peu les outils que l'on vient de voir, les masques, etc. Donc nous allons faire fichier nouveau pour ouvrir un nouveau document à un format RVB standard. Alors on va lui mettre en pixels comme on l'a fait tout à l'heure. 1920 x 1080. On est bien en écran 72 ppp, c'est-à-dire 72 pixels par pouce. On est en RVB au niveau du code couleur, on est OK. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est de faire le logo de Google Chrome. Donc nous faisons fichier importer. Alors voici le logo. Alors le logo, il est déjà en très bonne qualité. Mais bon, quand on zoome, effectivement, on a toujours les pixels qui se maintiennent, malheureusement. Donc nous allons revoir un peu ce logo. Donc déjà dans un premier temps il faut l'étudier, voir comment il a fonctionné à la fabrication. Donc on a visiblement des dégradés. Ici on a un noir qui vient se balader sur toutes les couleurs. On a ici là des bandeaux plus foncés. Et on a au centre un rond avec un dégradé de type apparemment radial. Donc voilà, on va fabriquer ce logo là. Ensuite on va voir ensemble les exports et ainsi que une petite animation sur After Effects pour vous montrer un peu l'utilité de mettre des calques sur ce genre d'objet. Donc là on a calque 1 qu'on va renommer source. En double-cliquant dessus, on va mettre un petit chronomètre pour le figer pour pas pouvoir le déplacer. On va créer un deuxième calque en notant calque standard.
Donc là on a bien un calque bleu et là on a un calque rouge pour les transformations, si on le voit. Donc on va faire le rond du milieu. Donc on clique à peu près au milieu, vous cliquez sur majuscule, Alt, CTRL enfoncé pour faire une transformation centrée. Ensuite après avec les flèches de votre clavier vous venez recentrer votre objet. Donc au niveau des couleurs, on vient cliquer donc sur sélectionner notre cercle. On a un dégradé ici, sauf que les couleurs ne sont évidemment pas bonnes. Donc on a un radial. On applique donc un dégradé du même type. Ici on va venir modifier cette couleur blanche là pour aller, mais on va essayer de récupérer les couleurs de cette icône. Donc pour ce faire, nous venons utiliser la pipette ici, venir sélectionner la couleur du haut, que l'on va faire glisser, cliquer glisser à cet endroit là. On clique sur le carré et on le glisse vers le bas pour le faire disparaître. Voilà. Ensuite après il faut remplacer cette icône là, donc on va venir avec la pipette sélectionner celui-là, on le glisse, on le supprime, on le pousse. Voilà, donc on a ça, on a les bonnes couleurs qui sont incluses dans notre dégradé. Et on a comme ça. Nous allons maintenant voir donc pour faire les autres couleurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est on va partir d'un cercle total que l'on va découper ensuite via le Pathfinder. Et ensuite après nous allons voir les masques pour créer justement ces petits bandeaux. Donc nous allons créer le cercle de base où, puisque c'est centré sur celui-là, il suffit juste de dupliquer ce rond et de l'agrandir. Donc nous allons faire un CTRL-C pour copier, un CTRL-F pour coller au même endroit. Donc ici on voit bien dans les calques à droite que l'on a bien deux cercles. On agrandit jusqu'à épouser le cercle de base. Ensuite on va le faire disparaître puisqu'en fait ici on voit que ce cercle là est perforé. Donc on va utiliser les masques. Donc on va venir un peu plus dans le détail au niveau du copier-coller. Donc je vous avais dit que le CTRL-C, CTRL-V il le collait un peu n'importe où, alors que le CTRL-F il venait le coller au même endroit et il le colle au dessus. Si jamais vous faites CTRL-B, il va coller en dessous évidemment de celui qui était sélectionné. Vous les retrouvez ici, objet, édition, couper CTRL-X, CTRL-C ça c'est standard, CTRL-V coller standard. Ensuite vous avez CTRL-F et CTRL-B qui permet de coller devant ou derrière ou de coller sur place avec CTRL-MAJ-V. Ensuite nous allons réduire celui qui va servir de perforation pour le mettre à la hauteur. Hop. On le coupe, on vient rallumer celui qui va nous servir et que l'on va masquer. Nous allons dans transparence, double-clic, CTRL-MAJ-V par exemple, hop. On voit qu'on l'a à cet endroit-là et il va servir de masque. Donc nous devons faire un anneau qui sera noir au centre qui va perforer. Donc il faut que cette icône soit noire et non pas en dégradé. Voilà, là on l'a, il est perforé noir. On va le dupliquer, agrandir. On va dans transparence. On a ici un rond noir qui donc en couche alpha, puisque ici sur les masques nous travaillons en alpha, c'est-à-dire que le noir est transparent, le blanc est opaque. Et on a un petit qui est noir et qui est donc transparent pour la couche alpha. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que le grand soit blanc, qu'il laisse passer le cercle et que le petit passe au-dessus. On le voit ici, là, la mise à jour. Et donc on voit bien que le blanc, c'est un anneau qui laisse passer ce solide-là. Alors on va devoir le découper donc par couleur, puisque ici on a différentes couleurs. Donc au lieu d'utiliser le masque, on va utiliser le Pathfinder. Pour utiliser différentes techniques, donc fenêtre Pathfinder ou majuscule CTRL F9.
Donc on va utiliser cette technique-là pour venir découper cet anneau. Donc on va juste créer des solides qui vont venir couper notre anneau. Donc on vient faire juste un solide on va déjà les mettre aux couleurs pour que ce soit plus compréhensible. On va laisser le jaune puisque c'est ce qui va rester sur Hop. Là vous avez vu il y a une petite aimantation, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit curseur vert en forme de croix qui vient vous montrer une aimantation par rapport à l'ancien solide que vous venez de créer. Ah. On voit qu'ici c'est mal indiqué, donc on va faire raccourci A pour venir sélectionner le point et l'adapter. On récupère P, on clique pour récupérer le tracé et on vient comme ça adapter son tracé. Alors nous allons donc utiliser le Pathfinder sur cette forme là, sauf que justement nous arrivons sur un cas particulier, c'est-à-dire que ici nous avons créé quelque chose en masque. Il est impossible de décomposer cette forme là, c'est pourquoi il faut conserver ce masque là qui nous servira plus tard. C'est pourquoi nous dupliquons cette forme, CTRL C, CTRL Maj V, nous l'avons au-dessus. Donc nous venons ici, on supprime donc ce masque d'encrêtage, on revient sur sa forme. Là on vient cliquer sur les deux formes que l'on va fusionner, c'est-à-dire la rouge, alors là pour une raison, pour le cours je vais juste la descendre. On va venir ici diviser avec le Pathfinder ces deux formes, puis venir sélectionner en faisant majuscule et en cliquant ici à droite, venir prendre ces deux calques et les rediviser. Ainsi dans le groupe on va avoir une panoplie de... alors je vais juste fermer cette fenêtre là pour avoir juste un peu plus de place avec mes calques. Voilà. Donc on a bien un groupe avec des choses qui sont divisées. Alors je supprime les petits artefacts qui peuvent arriver lors des... hop, ça c'est bon. Celui-là c'est l'extérieur, on le supprime. Celui d'extérieur on supprime. Et donc on se rend bien compte qu'on a les fameuses couleurs escomptées. Donc là on est plus sur du jaune de ce type là, voilà. Et donc le problème c'est que nous n'avons plus le fameux masque. Et donc c'est pour ça qu'on va venir le récupérer ici. On clique, on vient, je le refais plus lentement, on vient cliquer sur son tracé. Ici on a bien le masque d'encrêtage qui est disponible. Donc on vient cliquer dessus pour accéder donc au fameux cercle blanc et noir. On les sélectionne tous, CTRL C, on revient sur les icônes et sur le groupe on vient double-cliquer, CTRL F et on vient comme ça avoir le masque d'encrêtage qui vient s'appliquer sur le groupe. Et donc on a bien ce dont on voulait ici. Donc on a un anneau qui ne nous sert plus, donc on peut le supprimer. Reste à voir la différence entre là et là. Donc on voit bien qu'on a une différence de couleur, de dégradé. Au-delà des couleurs, on a les petits triangles d'ombrage que l'on va venir faire avec le Pathfinder. Donc on vient fabriquer à la base les fameux triangles. Alors il faut savoir que quand vous allez sur vous allez faire un tracé, comme ici par exemple, ici vous allez avoir voilà, un réajustement à faire. La plume, quand vous appuyez sur CTRL, va switcher avec la flèche. Et elle va utiliser la flèche que vous avez préalablement choisie. C'est-à-dire que si jamais vous étiez en flèche noire avant de commencer le tracé, en appuyant sur CTRL, vous allez être sur la flèche noire. A contrario, si vous étiez sur la flèche blanche et que vous passez en plume, il va venir sur la flèche blanche. Et la flèche blanche, elle est beaucoup plus utile que la flèche noire puisqu'elle permet de bouger comme ça un point de votre tracé. Et donc c'est plus utile d'avoir la flèche blanche au préalable. Et donc comme le raccourci est A, pensez que si vous utilisez la plume, vous faites A et P. Et ça vous permet comme ça, en appuyant sur A, de passer en flèche blanche, P d'avoir la plume et de venir comme ça rapidement modifier les points de votre tracé. Donc on continue avec la plume, on va tracer le reste
Voilà, donc là on a les formes, alors certes elles sont rouges, c'est pas bien, donc on va sélectionner les couleurs, les mettre en noir pour bien les voir. Donc là on a bien les ombrages, on va venir récupérer notre création du début et venir donc perforer chaque élément. Donc on va intégrer dans le groupe les parties, donc on va récupérer celle-là qui va venir, donc là oui effectivement comme on est en sélection groupe, dès qu'on clique sur un élément du groupe on est obligé de sélectionner tout, donc on double-clique pour rentrer dans le groupe et on va venir sélectionner les objets pour les perforer avec le Pathfinder en division. Et donc là on a la création, donc je supprime ce qui est en trop, voilà. Donc là, on a le fameux ombrage, donc on va venir juste comme ça, par indication, on va venir les mettre en un peu plus foncé. Ensuite, alors là, hop, on a l'ombrage qui était jaune. Donc on va sélectionner avec majuscule en cliquant à droite les tracés, à décomposer, hop. On revient ici, on supprime, on a les tracés, on peut les prendre et les descendre directement pour qu'ils soient dans le groupe, pareil pour le vert, et on va venir le décomposer. Pareil, on nettoie ce qui n'est pas nécessaire, et on vient comme ça redescendre dans la pile. Donc là on est sur du rouge un peu plus foncé. Et ici on est sur du jaune. Pipette. On a la couleur jaune, on va mettre un petit peu de... Voilà. On revient ici sur le calque standard. Donc là notre logo commence un peu à prendre forme. Alors, on voit qu'on a toujours une histoire de dégradé. Donc on va appliquer un dégradé sur chaque élément pour avoir ça. Donc là on voit qu'on est je rends transparent la partie verte pour voir le solide du dessous. On vient prendre la pipette, venir sélectionner la couleur, la faire glisser dans le dégradé. Venir prendre la pipette et la glisser. Ici, pour sauvegarder ce dégradé là, on va venir le glisser dans le nuancier. On va également faire ça pour les autres dégradés. Donc nous avons les trois couleurs qui vont nous servir pour ces solides là. Donc nous allons sélectionner le rouge, lui appliquer le dégradé, venir modifier le dégradé en question, venir sur le jaune, appliquer le dégradé jaune. Alors juste là je n'ai plus souvenir, ok. Donc on vient sélectionner et on vient modifier. Alors là on voit que par rapport à ici, on a vraiment le sombre qui vient vraiment se poser en bordure. Et c'est là qu'on vient modifier ici. Voilà. Pour le rouge, on voit que là par exemple, nous sommes plus foncés que sur l'original. Donc il faut commencer à rajouter éclaircissement. Hop. Et ensuite sur le dernier, couleur verte, on vérifie comment voilà, c'est un peu comme le jaune. Donc on sélectionne l'outil dégradé, on vient tâtonner un petit peu et on rajoute pour rajouter l'ombrage en bordure. Et voilà, le tour est joué. Donc on a à peu près la même chose. Alors là sur le vert on voit qu'on est trop foncé, donc on va venir éclaircir un petit peu.
Alors bien sûr, ça peut être aussi une question d'ici. Voilà. Et donc nous voici avec le logo Google Chrome que l'on voulait faire au départ et que l'on va exporter sous différents formats. Alors pour ce faire, nous allons dans Fichier, Enregistrer sous. Alors vous avez ici toute une panoplie de formats. Alors c'est des formats qui conservent forcément la vectorisation des éléments, mais vous pouvez très bien l'exporter sous JPEG, etc. via un autre menu qui est en fait le menu Fichier, Exporter. Et ici vous allez avoir le JPEG, du BMP, du PNG, du TIFF, etc., du TGA. Pour faire un export pixelisé. Donc là vous perdez complètement ce côté vectoriel et forcément modifiable. Donc là logo pixel enregistré. Donc vous avez ici la qualité, le type de couleur, la profondeur si vous voulez le mettre en mode écran ou en mode élevé à 300 pp. Voilà, vous pouvez comme ça l'enregistrer. Ou vous pouvez l'enregistrer sous un format Illustrator, PDF. Alors le PDF c'est vachement bien quand vous voulez faire des PDF que vous voulez envoyer, vous pouvez comme ça enregistrer logo PDF, enregistrer, et là il va vous proposer quelque chose de très intéressant. Soit vous avez de l'Illustrator par défaut avec la conservation des fonctions d'édition d'Illustrator, c'est-à-dire que vous pouvez encore le modifier ensuite, mais dans le cas où vous voulez envoyer par exemple votre CV que vous avez fait sur Illustrator à des clients, vous pouvez ici faire taille de fichier minimale et donc ça va vous permettre, vous perdez effectivement les conservations de fonctions d'édition, mais votre taille de fichier sera largement réduite. Nous ce qu'on veut maintenant c'est enregistrer sur Illustrator le logo pour pouvoir l'animer ensuite sur After Effects. Alors là ici on a un objet qui est dans un seul calque. Le problème c'est que si vous importez ça sur After Effects, il va le considérer comme un seul icône. Nous ce qu'on aimerait peut-être c'est pouvoir animer les anneaux colorés. Donc pour ce faire il faut créer autant de calques que d'objets. Donc là on a un centre et 3 parties. Donc on va mettre centre pour le premier calque, rouge, vert et le premier on va le rappeler jaune. Donc on va venir faire glisser dans chaque élément, sachant qu'attention, votre groupe a un masque, donc il faut venir CTRL-C, CTRL-F, CTRL-F et venir ensuite supprimer. Donc là on est sur le vert, donc on va supprimer les autres. Ici on est sur le rouge, supprimer les autres. Et donc on a comme ça décomposé la partie jaune, la partie rouge, la partie verte et la partie bleue. Et donc à ce moment-là, on va venir fichier, enregistrer sous format Illustrator, logo, Illu, After, enregistrer. On peut l'enregistrer sous différents formats. Ok. On va venir maintenant sur After Effects. Donc nous voici sur After Effects. Donc on va venir importer, clic droit, importation fichier. Alors ici nous avons, on va venir prendre logo Illustrator After. Ici on va venir le choisir en composition, c'est-à-dire qu'il va décomposer. En métrage vous allez avoir simplement l'icône comme ça, comme s'il était pixelisé, alors que composition et composition conserver les tailles permettent d'importer proprement une composition dans laquelle vous pourrez modifier le vert, le rouge, le bleu et le jaune. Donc ici, sur After Effects, pour conserver, puisque sinon on s'approche, on aura des pixels, donc là on va déjà mettre en intégrale. Et ici, vous allez avoir des pixels. Si jamais vous voulez conserver la vectorisation, car c'est possible sur After Effects, il faut cliquer ici sur les fameux
les fameux petits soleils. Alors là, effectivement, on est sur une composition After Effects qui est forcément pixelisée. C'est juste que si jamais vous venez zoomer votre objet au maximum, on va venir garder la qualité. On peut venir ici, hop, mettre les calques en 3D et les faire venir vers l'écran. Alors P pour position, je vous invite à aller voir les tutos d'introduction sur After Effects. Donc CTRL K pour modifier là ici la longueur, juste on va mettre 5 secondes, 500. Donc on va rester sur 5 secondes. On met un petit image clé en chronomètre pour arriver à la fin. Et on va faire venir vers nous les éléments. Donc les éléments vont venir comme ça. J'aimerais bien que ça tourne aussi en même temps. Donc R pour rotation. On va venir rotation sur Z. Revenir à 0. Et mettre 180. On va donc avoir une rotation de l'icône qui va venir se placer. Donc en appuyant sur U, on a les points clés des solides. Alors on va juste faire clic droit, assistant image clé, lissage à l'approche, c'est-à-dire qu'en fait au moment où il va arriver, il va se freiner tout doucement pour arriver à cette position et cette rotation. Et on va activer évidemment le flou de bouger qui va donner un petit effet. Alors ici c'est très lent, on risque de peu le voir, mais on le voit quand même ici si on désactive et si on l'active. Et on aura comme ça un côté réaliste à l'objet. Alors on peut aussi faire un grand accéléré par exemple de rotation. Alors on va mettre 2 par exemple. Donc ici on vient aussi à l'approche, modifier pour avoir pareil un petit freinage à la fin. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est décaler chacun des éléments, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas arriver, ils peuvent arriver au même moment mais ne pas partir en même temps, et donc avoir comme ça un décalage des éléments. Alors là on va peut-être pas mettre le centre bleu en premier, et avoir comme ça une animation standard de logo. Nous voici donc à la fin de ce tutoriel sur Illustrator et cette petite animation sur After Effects. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me proposer des tutoriaux, comme je le dis à chaque fois. Je répondrai à vos mails, soit via le site, soit via mon site thibomikos.com. A bientôt.